Le 12 février 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film allemand La tragédie de la mine, Kameradschaft, texte intégral. Décidément, la réputation de M. Pabst est usurpée. Voici des années, depuis La rue sans joie, que nous allons voir chacun de ces films avec une confiance toujours renouvelée. Nous revenons chaque fois un peu plus dépités contre un ouvrage épais, lent, trop long, dont on pourrait couper ou interchanger sans cadre, le plus grave défaut, à notre sens, dans un film, parce qu'il prouve une faiblesse de montage. Longtemps, on a incriminé les mutilations dont souffraient ces œuvres à la censure. On a vu enfin presque in extenso l'opéra de Katsu, et l'on y retrouvera une narration pénible, une lumière chichement distribuée sur les événements, comme sur les décors, et ces types qui descendent un escalier, ferment une porte ou allument une cigarette dans un temps qui suffirait pour traverser à pied la Concorde. Geste gros, dit-on, de sous-entendu, que nous n'avons personnellement jamais pu dépister ou qui se révèlent d'une naïveté, d'une inutilité flagrante. Non, M. Pabst ne pense ni plus profondément ni moins lourdement comme il est un cinéaste. Il est bien moins sensible qu'un Sternberg, dont la syntaxe est autrement claire. C'est un primaire, un peu mieux léché peut-être que les nôtres, non pas de la famille des délirants irrésistibles, tel M. Abel Gans, mais de la variété germanique, à relents psychanalytique, foncièrement incapable de concevoir la grandeur d'un art désintéressé et se suffisant par son contenu formel ou humain, qui, s'il s'éprenait soudain de cette gratuité, ne manquerait pas d'en faire aussitôt une théorie ou une revendication. C'est assez dire que nous abordions cette fois sans la moindre indulgence sa tragédie de la mine, plaidoyer arrivant bien à son heure, n'est-ce pas, en faveur d'une entente franco-allemande. Grâce à la vigueur de nos préventions, peut-être, nous avons été agréablement surpris par le début du film, les indications du lieu du drame. Nous n'avons jamais nié à Pabst un sens assez large de la plastique qui s'exerce plus aisément dans les tableaux où le mouvement reste de faible intensité ou secondaire. Il traitait ici, courageusement, un thème sévère, un panorama industriel aux fourneaux puis de mines, corons, végétation humble et maigre des pauvres champs et des chemins chichement taillés à travers les crassiers et les murs d'usines. Par le choix des angles, la place qu'occupe le ciel, il a su dégager de ces sites déshérités une sorte de mélancolie qui ne manque pas de grandeur. Il serait relativement facile de tirer ainsi un parti poétique ou dramatique, une sorte de beauté triste et redoutable de mains aspects du siècle, pour peu que cela ne devint pas, comme chez tous les poètes du boulon, les jeux et argumentations d'un gaillard qui cherche à étonner ses contemporains en magnifiant tout, même la ferraille. Il est également juste de reconnaître dans ce nouveau film de Pabst les qualités de tous les chapitres documentaires, mais elles n'excèdent pas celles d'un bon reportage où l'on escamote d'ailleurs la plus sérieuse difficulté, les instantanés détaillés de la vie souterraine des mineurs. Nous avons reçu ces jours-ci plusieurs lettres fort intéressantes et circonstanciées d'ingénieurs spécialistes nous signalant maintes inexactitudes du film. Ainsi, les mines modernes sont compartimentées pour localiser les coups de grisou. Une catastrophe avec 600 victimes n'est donc guère possible, tout au moins par propagation, comme dans le film de Pabst. Il est certainement enfantin de matérialiser sous nos yeux le fléau, un jet de feu qui traverse un mur de secours avant de provoquer l'explosion, et on aurait préféré des plans plus explicites de la planique. Mais il est assez délicat de faire état des autres erreurs, échappant à la plupart des profanes, et ce n'est pas sur ces points que l'on irait chercher chicane à Pabst. On a d'ailleurs bien trop à faire avec tout le reste du film que nos correspondants ont très judicieusement censuré. S'inspirant de l'effroyable catastrophe de Courrières qui coûta en 1906 la vie à plus de 1200 mineurs, Pabst a voulu opposer à l'aveugle violence de la guerre le sentiment de la solidarité humaine. Des sauveteurs allemands vinrent autrefois à Courrières, du fond de la Westphalie, renforcer les équipes françaises surmenées. Il en va ainsi dans le film de Pabst.
Il est hélas impossible aujourd'hui d'évoquer de tels gestes, aussi louables que naturels, sans vouloir leur donner une force de preuve, et Pabst ne s'en prive pas, avec surimpression et symbole à la clé. Ne dissimule pas un seul instant que cette leçon de morale internationale est le premier mobile de son film. Pabst argumente donc, et justement avec une insistance, une inélégance qui sont d'autant plus propres à nous froisser et à nous déceler le caractère irréductiblement germain de l'homme, qu'elle se dissimule sous le couvert de la réalité objective ou des règlements. Donc, 3 mineurs allemands creuseront de leur propre chef une galerie, nous sommes à la frontière, et sauveront 2 ensevelis, malgré l'offense qui leur a été faite dans un cabaret français. Les sauveteurs s'équiperont, bien qu'on ait refusé à la mine sinistrer les chômeurs de leur nationalité, et à la frontière, qu'ils franchissent en camion sans passeport, nos gendarmes leur tireront des coups de revolver. Dans une galerie inondée, entendant des appels en langue tudesque, un mineur français se met à délirer. Il revoit la guerre, il confond le masque de la mine et le masque de la tranchée. Il se rue contre son sauveur. Quand les Allemands arrivent, ce n'est qu'un cri parmi la foule des mères et des épouses françaises. Les Allemands, est-ce possible? Si des gestes aussi normaux d'assistance et de dévouement n'étaient pas possibles, ce serait plutôt à se dégoûter d'appartenir à la race humaine, et l'on n'a trouvé que des hitlériens d'abjectes brutes prussiennes pour en siffler l'évocation sur l'écran. Que M. Pabst, ne serait-il pas d'ailleurs autrichien, soit un excellent homme, sensible et pacifique, qu'il éprouve, malgré certaines apparences, une sympathie vraie pour notre pays, est-il besoin de dire que ses arguments ont exactement la même valeur politique que cette fraternité des hommes devant le malheur, exaltée durant 3000 mètres de pellicule avec premier plan très long de 2 mains serrées, discours sur le carreau de la mine aux sauveteurs qui vont descendre, et embrassade finale, après de nouveaux discours. On reprochera à M. Pabst de sophistiquer à vide, ce qui est tout à fait dans sa manière, et de mettre par son mauvais goût chacun assez mal à son aise en traitant d'un sujet qui, dépouillé, ne devait que nous émouvoir. On devine ce que peut être couramment un film de Pabst traînant après soi une pareille philosophie. Nous avons dit les qualités de certains tableaux, ils ne sont qu'accessoires. On ne peut compter les images dont le contenu visuel est parfaitement insignifiant et qui ne sont là que pour justifier une grossière et agaçante idéologie. Nous en avons signalé déjà quelques-unes. Aux prêches internationales, ce malheureux Pabst a encore cru bon d'ajouter le feuilleton mélodramatique. C'est le grand-papa, mineur en retraite, qui descend par un puits dérobé à la recherche de son petit-fils enseveli. C'est la dactylo qui ne voulait pas épouser un mineur et qui perd la tête quand elle apprend que son ami Émile est au fond des galeries sinistrées. Nous savons très bien qu'il est indispensable dans de tels sujets de resserrer l'intérêt autour de quelques physionomies, mais Pabst use du procédé maladroitement. Il est également inadmissible, après avoir fait vivre chacune dans leur langue, méthode excellente, 2 bonnes et sobres équipes d'acteurs allemands et français, Mandaille et Charliat en particulier, qui se fondent naturellement dans la figuration, de tolérer au milieu d'elles une ridicule cabotine, qui n'a même pas, comme ce serait le cas en Amérique, l'avantage d'être agréable à voir ou à entendre. Enfin, même sur le plan cinégraphique, la pensée de Pabst demeure raide, étroite, pour tout dire peu intelligente. Trouve-t-il un bon mouvement de foule, la ruée des femmes vers la grille de l'usine par exemple? Il le répète, le reprend, jusqu'à en user tout l'intérêt. Il manque à un point prodigieux de la vertu de choix. Il accepte tout et ne sait organiser que des fragments. Il forge des transitions naïves ou pesantes, ou bien il saute au hasard de la terre libre à la mine, de la France à l'Allemagne. Il a d'inutiles coquetteries de montage et il néglige ou ne peut pratiquer des opérations essentielles. À maintes reprises, on ne sait plus où l'on est, quels sont les sauveteurs dressés devant nous. Il y a 30 images du grand-père cherchant son petit Georges, alors qu'une seule suffirait amplement. L'on sait que ces vaines répétitions sont une des caractéristiques de Pabst. Comme elles n'ont ni rime ni raison, l'on se demande toujours pourquoi l'auteur s'arrête et entame une nouvelle série de cadres.
On ne saurait concevoir film plus mal fichu, plus décousu, plus chevillé. Nous nous faisons fort d'en recommencer le montage en coupant 1000 mètres, en intervertissant l'ordre de tout le reliquat, sans que la logique et les intentions de Pabst en souffrent un seul instant. Non, Pabst n'est même pas un grand ouvrier, et nous ne comprendrons jamais ce langage à la fois informe et minutieux, qui ne peut être qualifié que par une absence complète, irrémédiable, de style. On serait tenté en finissant d'attribuer un bon point à Pabst pour la conclusion de sa tragédie de la mine. À 1300 mètres sous terre, le calme revenu, douaniers allemands et français recèlent au milieu d'une galerie la grille frontière que 3 sauveteurs bénévoles avaient démolie dans la hâte de leur dévouement. L'un des assistants à ce mot « il faut de l'ordre ». L'auteur entend-il par là que le respect des pactes est une sauvegarde plus sûre contre les instincts malfaisants des collectivités que les utopies sentimentales? En ce cas, comment ne pas l'applaudir en reconnaissant avec lui que les 2/3 de son film sont inutiles, tout en ayant malheureusement la prétention contraire. Mais avec Pabst, comme avec beaucoup d'autres représentants de sa race, l'on n'est jamais sûr de rien, et nous ne garantissons pas que cet épilogue ne soit, par un détour familier aux esprits germaniques, une charge contre les dernières clauses encore en vigueur de ce malheureux traité de Versailles, dont la date, sur la grille symbole, est formellement rappelée.